Alors, si vous venez de vous joindre à nous, bienvenue. On va patienter quelques secondes encore, le temps de brancher les derniers arrivés et on commence dans peu de temps. On commence dans un peu moins d'une minute. Bonjour, bonjour tout le monde et bienvenue à ce panel sur l'impact de la coopération agricole en Afrique de l'Ouest, un panel qui vous est proposé par UPA Développement International et qui se tient dans le cadre de la Semaine canadienne du développement international avec le soutien d'Affaires mondiales Canada. Je suis Hélène Raymond, je suis journaliste indépendante et je siège au conseil d'administration du PADI, une organisation qui réserve 3 sièges de son CA à des personnes qui proviennent de l'extérieur du milieu agricole. Alors, je vous donne tout de suite de très, très rapides consignes au sujet du fonctionnement. Les micros et caméras de l'auditoire sont fermés pour la séance. Alors, je voyais quelqu'un qui s'inquiétait de ne pas se voir. Exception faite des panélistes, vous ne pouvez pas vous voir et vous ne pouvez pas poser de questions directement. Il faudra les écrire dans la zone de clavardage, s'il vous plaît. Et le moment venu, Cassandre Hervieux-Godreau pourra poser vos questions aux invités. Alors, il y avait près de 80 personnes inscrites pour aujourd'hui. Les gens arrivent au fur et à mesure. On note des experts volontaires, des productrices et producteurs agricoles, des personnes qui représentent nos partenaires de terrain, notamment sur le continent africain, des gens du milieu de l'enseignement, des agences gouvernementales et ministères, notamment Affaires mondiales Canada, des représentants du ministère québécois des Relations internationales et de la francophonie, également de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO. Vous le savez, ce n'est pas à vous que j'ai besoin de rappeler que la coopération permet de changer les choses, de construire un monde meilleur. On sait aussi que la coopération agricole préconisée par UPADI et d'autres organisations du genre se construit sur des relations d'égal à égal. On sait qu'elle crée des liens solides et dans le cas d'UPA Développement International, c'est depuis plus d'un quart de siècle dans des pays d'Afrique de l'Ouest. Là-bas, UPADI, il y a des partenaires, on pourrait dire aussi des amis, des complices, des femmes et des hommes avec qui partager sur des sujets qui touchent de très près la vie des familles agricoles, ce qui contribue, tout ce travail-là, à créer une force collective pour une meilleure représentation des enjeux agricoles auprès des États et également sur les marchés. La première intervention à l'étranger du PADI remonte donc à 1993 et les missions se sont multipliées depuis au Burkina Faso, au Sénégal, au Mali, au Bénin et je ne parle que de l'Afrique de l'Ouest. Toutes ces interventions, tous ces allers-retours d'experts ont aussi marqué l'agriculture québécoise puisqu'il s'agit toujours d'un échange. Alors, avant de vous présenter les 4 invités qui vont prendre la parole aujourd'hui, je vous invite à regarder quelques minutes d'une vidéo qui explique le démarrage d'une démarche qui touche la filière du riz au Sénégal, où le riz est l'aliment de base de la très grande majorité
de la population. On regarde tout ça et je vous reviens tout de suite. Bonjour les enfants. Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter une histoire, une belle histoire. L'histoire du riz sénégalais. Maintenant au Sénégal, nous produisons tout le riz dont nous avons besoin. Mais il fut un temps où cet aliment nous arrivait surtout de l'océan. Notre regard était tourné vers le large dont dépendaient nos marchés, leurs étalages et l'assiette de nos enfants. Des tonnes de riz débarquaient quotidiennement sur nos quais. À cette époque, les sécheresses, les inondations en Asie et les spéculateurs de Chicago déterminaient le prix de notre thieboudienne, de notre yassa, nos plats nationaux. Désormais, le riz que nous mangeons ne nous vient plus de tous ces bateaux, mais bien de nos terres. Alors écoutez bien cette histoire dont les pages se sont écrites du Québec à Dakar. J'aimerais vous partager quelques photos qui retracent des décennies de coopération paysanne. En fait, tout a vraiment commencé en 1993. Cette année-là, nous avons fondé la FPA, la Fédération des périmètres autogérés. Le but était de réunir tous les producteurs de riz de la région, car cette denrée était produite seulement par des petits exploitants sur des parcelles familiales. Dans la région, à l'aube de l'an 2000, près d'1,5 million de personnes vivaient de la production risicole, mais toutes en situation précaire. Nous avions besoin d'une force collective, d'une organisation qui nous soutienne. Dès nos premiers pas, UPA Développement International est venu nous appuyer pour structurer et renforcer toutes les étapes de la filière. Ils nous ont aidés à bâtir cette coopération, cette solidarité entre les agriculteurs. C'est la base du mouvement qui allait nous mener là où nous en sommes aujourd'hui. Le riz ne provient plus des bateaux, mais bien de nos terres. C'est une belle citation et je prends quelques secondes pour vous résumer la suite de cette vidéo. Vous allez voir le lien apparaître si vous souhaitez voir la vidéo complète un petit peu plus tard. Il faut savoir que le Sénégal est un des plus grands consommateurs de riz en Afrique. Les chiffres varient pour ce qui est de la consommation entre 80 et 100 kilos par personne par habitant. C'est énorme. Alors, le travail qui a été entrepris et qui vient de nous être décrit s'est poursuivi. Je pense aussi aux campagnes du président Macky Sall pour promouvoir l'autosuffisance alimentaire. Tout ça s'ajoute aux initiatives entreprises depuis quelques années. En ce moment, le pays produit la moitié de ses semences de riz. Leur qualité s'est améliorée. Des programmes d'irrigation des cultures ont permis la reprise de l'activité dans le bassin du fleuve Sénégal. Et on a beaucoup travaillé sur le plan de la transformation. On est allé jusqu'à la fin de la chaîne avec le décortiquage, avec le tri, avec du travail sur la mise en marché et aussi avec la promotion de l'achat local parce que tout ça va ensemble. Si bien qu'entre 2010 et 2015, on a triplé la production de semences, on a amélioré les méthodes et toute l'organisation de la filière. En 2020, j'ai retrouvé un chiffre hier, le Sénégal produisait 1 450 000 tonnes de riz. On est à plus du quart de la production de la consommation nationale. Alors, les choses augmentent tout le temps grâce à des efforts concertés, dont ceux consentis par des organisations de coopération internationale. Je vous présente donc les gens qui ont accepté cette invitation à venir échanger sur ces enjeux qui touchent
la coopération agricole et je les remercie d'abord d'avoir trouvé du temps pour être avec nous aujourd'hui dans leurs horaires chargés. Ils vont tour à tour se présenter et échanger pendant plusieurs minutes pour remonter le fil de l'histoire de la coopération, pour discuter de ce qui caractérise ce type de coopération agricole, voir aussi comment des bailleurs de fonds influencent des actions en matière de droits des femmes, par exemple, ou en matière de lutte au changement climatique. Puis, au regard de ce que nous vivons depuis une année, depuis le début de cette pandémie, nous allons tenter de dégager des pistes d'avenir pour voir comment les actions pourront se réorienter. Alors, avec nous aujourd'hui, vous ne le verrez pas, mais vous l'entendrez avec plaisir, M. Ibrahima Coulibaly. Il est président du réseau des organisations paysannes et des producteurs agricoles d'Afrique de l'Ouest, le ROPA. Nous le joignons au Mali. Ibrahima Coulibaly, bonjour. Bonjour, madame. Madame Hélène Drainville, sous-ministre adjointe de Relations Afrique, Francophonie et Affaires multilatérales au ministère des Relations internationales et de la Francophonie. Bonjour, Madame Drainville. Laure Hamdi, directrice d'Agriculteurs français et Développement international, l'AFDI. Elle nous attend à Paris. Madame Hamdi, bonjour. Bonjour. Et Hugo Beauregard-Langelier, secrétaire général du PADI, qui lui est à Montréal. Hugo Beauregard-Langelier, bonjour. Bonjour. Alors, une des possibilités, une des retombées de cette COVID, c'est cette possibilité de nous joindre plus facilement et d'être ensemble pour des discussions comme celle-là. On va en profiter. Parlez-nous d'abord un tout petit peu de votre organisation et de ses actions en matière de coopération agricole. On ira davantage dans le détail par la suite, mais un rapide tour d'horizon. Hélène Drainville, on commence par vous. Il faudrait allumer votre microphone, s'il vous plaît. Merci, Mme Raymond. Écoutez, je tiens à préciser que je suis très contente d'être là aujourd'hui parce qu'au-delà de mon poste actuel qui me permet effectivement d'avoir sous ma responsabilité avec des équipes formidables que je salue, qui sont en ligne, tout ce qui concerne l'Afrique et entre autres la solidarité internationale. Je tiens juste à vous mentionner que j'ai également des racines. Mon père était agriculteur, on avait un troupeau laitier, j'ai travaillé à la Semaine verte, j'ai travaillé donc pour des émissions d'agriculture. Ces valeurs-là me rejoignent beaucoup. J'étais au Sénégal pour le projet Saga, inauguré le projet Saga. On aura l'occasion d'en reparler un peu. Donc, alors tout ça pour dire que c'est mes fonctions, mais c'est aussi le cœur qui m'amène avec vous pour discuter de ces enjeux-là tellement importants. Et on sait, puis on aura l'occasion d'en reparler, mais comment la COVID est venue mettre en lumière toutes ces questions-là extrêmement importantes. Écoutez, je ne vais pas prendre beaucoup de temps, mais peut-être un peu rappeler ce que le MRIF fait en Afrique de l'Ouest particulièrement et avec des collaborateurs importants comme UPADI, et je tiens vraiment à remercier et à saluer l'action qu'UPADI mène en Afrique depuis des années. Je tiens à le mentionner en début de cette rencontre-là. Vous dire que depuis 2018, le ministère des Relations internationales et de la Francophonie a donc développé un partenariat important financier de 6,3 millions de dollars avec la FAO. Ce partenariat-là s'appuie sur un projet de solidarité internationale intitulé Sécurité alimentaire, une agriculture adaptée. On va l'appeler communément le projet Saga. Ça se déroule au Sénégal et puis en Haïti. L'UPADI est d'ailleurs partenaire de ce projet-là novateur qui réunit 6 organisations de coopération internationale, des OCI, 2 universités et le consortium Ouranos. On soutient également des organismes québécois de coopération internationale par l'entremise de programmes de solidarité. L'année dernière, le MRIF a soutenu 21 projets liés à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, totalisant 2,3 millions de dollars. Ce que vous devez savoir, c'est que tous ces projets-là de solidarité internationale que nous soutenons contiennent de manière transversale toujours un volet égalité entre les femmes et les hommes. Il y a également une proportion importante qui vise spécifiquement l'autonomisation économique des femmes.
ce sont je vous dirais, des valeurs qui sont prônées dans tout ce qu'on met en place au NRIF. On a une longue tradition de solidarité internationale, le Québec. C'est un volet important de notre action à l'étranger. Surtout, je vous dirais plus particulièrement en Afrique francophone, en Amérique latine et aux Antilles. L'engagement du Québec dans ce domaine repose sur une approche que je qualifierais d'efficace, une approche à visage humain, fondée principalement sur le partenariat avec les organismes québécois de coopération internationale et leurs partenaires sur le terrain. Il y a une trentaine d'organismes québécois qui sont appuyés chaque année par ces programmes-là du NRIF. Les investissements du ministère permettent de soutenir des projets qui sont novateurs dans plusieurs domaines. J'en nomme quelques-uns: l'agriculture, la sécurité alimentaire, le développement économique inclusif, la santé, l'éducation et évidemment les droits de la personne. On a également mis un fonds d'investissement solidaire international du Québec, qu'on appelle le FISIC, en 2019. C'est un montant quand même de 3 millions qui a été investi en capital de fonds pour favoriser la création d'emplois pour les femmes et les jeunes. C'est vraiment... Allez-y, Madame Raymond, je vois que... non, terminez cette idée, puis on va passer à Ibrahima Coulibaly. Très bien. Bien, en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que le FISIC accorde des prêts puis des garanties de prêts à des entreprises d'économie sociale puis des organisations. Puis rapidement, on a un troisième programme, le PCCI, qui vraiment, on aura l'occasion d'en reparler, là, qui est fait en collaboration avec le ministère de l'Environnement et qui, cette fois-ci, va venir appuyer des projets de coopération agricole et ce sont des bons montants. D'ailleurs, ce programme-là, le PCCI, a été lauréat d'un prix de l'Action climatique mondiale décerné par les Nations Unies en 2019. Alors je vous ai fait un topo rapidement. Là, oui, c'est ça. On va reparler de tout ça plus à fond. Ibrahima Coulibaly, maintenant, vous êtes, vous, en contact avec ce type de coopération depuis plusieurs années. Je rappelle que vous êtes président du REPA. Alors, parlez-nous un petit peu de votre organisation, de ce regroupement de paysans d'Afrique de l'Ouest, de ce que vous faites plus précisément au Mali et de ces contacts que vous avez avec les organisations de coopération. Ibrahima, est-ce que vous m'entendez? Oui, ok. Bonjour à tous. Et toutes mes excuses, j'ai été déconnecté un petit moment, donc je n'ai pas pu suivre tout ce que Mme Drainville a dit. Ceci dit, je suis effectivement le président d'Europa, qui est un réseau d'organisations paysannes qui regroupe les plateformes d'organisations paysannes en Afrique de l'Ouest, spécifiquement dans la zone qu'on appelle la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Mais globalement, pour dire que l'histoire de ce type de mouvement paysan indépendant, autonome dans sa façon de voir les choses, de réfléchir sa propre destinée et d'agir pour le changement, je pense qu'elle est née dans les années 70, après les grandes sécheresses. De 1960 à 70, bien sûr, il y avait des organisations de producteurs agricoles qui étaient des coopératives créées par les gouvernements en général dans la région d'Afrique de l'Ouest. Donc, le choc de la grande sécheresse, qui était un peu le premier signal de changement climatique extrême, qui a frappé le Sahel, a bouleversé la donne. Donc, il y a eu beaucoup de morts, par suite des famines. Et donc, ça a mené beaucoup de réflexions, aussi bien au niveau paysan. Les organisations paysannes ont commencé à s'agiter, ont compris que le modèle ne fonctionnait pas bien, qu'il fallait s'organiser. Et donc, ça a commencé comme ça progressivement, d'abord au Sénégal, ça a essaimé dans la région. Et jusqu'au début des années 90, avec la démocratisation, le départ des régimes autoritaires, les organisations paysannes ont pu s'organiser et de façon autonome au niveau local, à différents niveaux local, puis au niveau national. Et c'est en ce moment d'organisation que nous avons commencé les premiers contacts avec nos partenaires dans les pays comme en France et puis après avec l'UPADI, le Canada. Donc, les contacts ont commencé depuis le moment où les organisations paysannes n'étaient pas entièrement structurées et continuaient leur travail de structuration. On a bénéficié de beaucoup d'échanges entre paysans. Vraiment, je tiens à témoigner que ces échanges ont toujours été des échanges
disons, d'humain à humain, des échanges empreints d'humanité, de partage, d'égalité. Et c'est ça qui a fait sa force. Et donc, ça nous a permis de nous inspirer des luttes qui avaient été menées par le temps dans ces pays, et ça nous a conforté dans beaucoup de positions que nous nourrissons et que nous voulons faire avancer pour le changement des politiques et l'avènement des politiques agricoles, alimentaires, de développement qui pourraient réellement profiter aux territoires, aux communautés, aux actifs des exploitations agricoles familiales. Et merci donc, beaucoup. Oui, allez-y. Oui. C'est autour de 2000 que, quand nous avons avancé dans le travail de structuration, que nous avons pu mettre en place la plateforme régionale des organisations paysannes, parce qu'on avait beaucoup de similarités et la situation avait beaucoup évolué dans les pays côtiers qui n'étaient pas très astreints à la sécheresse comme nous. Et donc, mais on avait vu qu'il y avait les États essayaient de se regrouper en communauté économique. Donc, il fallait avoir notre empreinte, il fallait pouvoir avoir notre mot à dire pour les politiques régionales qui allaient être mises en place. Donc, nous avons pris les devants, nous nous sommes organisés et au-delà de l'espace de la monnaie CFA, donc les 8 pays du CFA, on est allé au-delà dans l'espace CEDEAO, donc créer une plateforme qui pouvait véritablement permettre d'avoir un dialogue réel avec les États, avec la communauté des États, pour pouvoir améliorer non seulement les politiques régionales, mais aussi améliorer les politiques nationales. Parce qu'au niveau des pays, souvent, c'est plus compliqué. Malheureusement, le dialogue est plus difficile parce qu'il y a des comportements. Moi, je suis très heureux quand Madame qui est quand même une personnalité importante, dit « j'ai des racines paysannes ». Tu n'entends pas des intellectuels, les hauts gradés, les hauts cadres de l'Afrique dire des choses comme ça. On n'entend pas ça. Ils ont honte de leurs racines paysannes. C'est ça qui est dramatique en Afrique. Les gens ne sont pas fiers de leur origine. Mais nous, on s'est battus pour rehausser cette image du paysan. Montrer que le paysan est peut-être, même si nous sommes des êtres très dignes, qui se battent tous les jours au quotidien dans leur ferme pour nourrir, non seulement se nourrir leur pays. Donc, il n'y a pas de métier plus noble que ça. Nous nous sommes battus d'abord pour cette image du paysan. Ensuite, nous sommes battus sur le plan syndical, politique, économique. Donc, là, je salue véritablement l'approche du PADI qui est venu dans cette approche, disons, de structuration des filières économiques. Parce que les paysans ont besoin de vivre de leur travail. Et ce n'est pas possible s'ils ne sont pas organisés pour mieux défendre leur production sur les marchés et à différents niveaux. Voilà, voilà la force des regroupements. Je vais m'arrêter là pour le moment. Oui. Ibrahima, on va aller joindre Laure Hamdi à Paris. À quel moment, Laure, est-ce que votre organisation, est-ce que l'AFDI arrive dans ce type de coopération en Afrique de l'Ouest? Alors, c'est très intéressant parce que, en fait, mon intervention va énormément faire écho à celle d'Ibrahima. En fait, l'association AFDI, Agriculteurs français et développement international, a été créée en 1975, justement juste après les grandes sécheresses très médiatiques, les premières grandes sécheresses très médiatiques du Sahel. Et en fait, les fondateurs de l'AFDI sont des organisations professionnelles agricoles françaises, donc à la fois les organisations syndicales et les organisations économiques, puisque chez nous, c'est très séparé. Et en fait, dès le départ, l'idée des fondateurs, donc on est il y a 45 ans quand même, hein, dès le départ, l'idée des fondateurs, c'était basé sur 3 choses. Premièrement, les paysans français, ils ne sont pas à Paris, ils sont sur le territoire. Donc, AFDI, ça va être un réseau d'associations d'AFDI régionales. Ça, c'était la première approche. Et puis ensuite, ce qui a motivé effectivement les fondateurs, c'était la première année, ils ont fait de l'aide alimentaire et puis dès la deuxième année, ils ont dit non, ça ne va pas parce que l'aide alimentaire, elle arrive décalée. Bon, on était il y a 45 ans. Hein. Elle arrive décalée, elle arrive au moment où les paysans ont ressemé, ont produit. Et donc, il vaut mieux qu'on travaille sur le métier du paysan et sur la force du collectif qui va permettre effectivement à des paysans de mieux vivre de leur métier et de le défendre à tous les niveaux. Et en fait, les gens qui ont créé AFDI sont des gens qui sont très engagés dans le développement en France, que ce soit dans les coopératives et dans les syndicats. Et ils portent cette valeur de l'action mutualiste et collective qui peut permettre à des paysans de résoudre des problèmes. Donc, on a débarqué, nous, en Afrique dès les années 80. Je dis nous, bon, j'étais quand même pas encore là, mais bon. Et en fait, on a fait le même chemin que vient de décrire Ibrahima, c'est-à-dire dans les années 80, AFDI était partenaire d'organisations à la base, de petites coopératives, de petits groupements paysans.
Et puis petit à petit, on a accompagné toute l'émergence du mouvement paysan et on s'est mis à accompagner les fédérations de coopératives, puis les plateformes nationales, puis l'Europa, parce que l'idée forte d'AFDI, c'est vraiment de travailler à la fois sur le métier, l'humain, le collectif, le mutualisme, le syndicalisme. On ne peut pas travailler que dans l'économique si en même temps les lois qui sont votées au niveau du pays viennent, par exemple, autoriser les importations massives de riz au moment où les producteurs de riz sont en train de s'organiser pour produire. La deuxième chose que je voulais juste rajouter sur l'association et qui est très importante au moment où elle a été créée, donc cette action envers les paysans africains, et en même temps, et ça c'est très très présent aujourd'hui, une action sur le territoire en France, c'est-à-dire que AFDI agit en France sur le territoire dans des missions d'éducation à la citoyenneté, c'est comme ça qu'on l'appelle chez nous, auprès des jeunes apprenants des lycées agricoles et auprès en fait des organisations paysannes, des responsables paysans français qui sont des dirigeants de coopératives ou de syndicats et avec lesquels on organise des débats, des tables rondes comme on est en train de le faire là, pour que petit à petit aussi dans leur quotidien de responsables paysans travaillant sur les questions agricoles en France et en Europe, ils voient le prolongement de leurs décisions qui peuvent aussi impacter positivement ou négativement les agricultures des autres pays. Voilà pour aller à l'essentiel. Merci, merci Laure, à plus tard. Hugo Beauregard-Langelier, il y a des choses qui sont de la musique à vos oreilles sans doute, mais pour UPADI, on l'a dit, 1993, c'est à peu près là que ça commence en Afrique de l'Ouest. Effectivement, Hélène, ça commence en 1993, puis il y a certainement certaines choses que je vais dire qui font suite à ce que Ibrahima et Laure ont mentionné. En fait, il y avait, je dirais, étant donné qu'on parle d'histoire, il y avait 3 constats principaux qui ont mené à la fondation du PADI à ce moment-là. Dans un premier temps, il faut se rappeler qu'à l'époque, à la fin des années 80, début des années 90, il y avait un fort mouvement de libéralisation des marchés. Bon, ça faisait suite aux années Reagan, aux années Thatcher. Et les producteurs de l'UPA qui défendent le modèle de ferme familiale voyaient que ce modèle-là était de plus en plus sous pression par ces mouvements, par cette mondialisation et par cette dérégularisation des marchés également. Alors, il y avait un intérêt pour les producteurs agricoles de l'UPA qui défendaient ce modèle-là ici au Québec et au Canada, d'étendre, je dirais, ce combat ou cette défense de l'agriculture familiale au-delà des frontières québécoises et canadiennes. Et c'est à ce moment-là qu'ils se sont dit qu'il faut aller rejoindre d'autres organisations à travers le monde qui ont aussi qui portent ces valeurs-là de l'agriculture familiale et qui sont prêtes à le défendre également chacun dans leur pays. Donc ça, c'est dans un premier temps. Dans un deuxième temps, 1993, ça faisait également près de 70 ans que l'UPA existait. Et l'UPA a développé, Mme Drainville en a parlé un peu avec son père qui était dans l'agriculture, l'UPA a développé plusieurs systèmes, entre autres qu'on pense au plan conjoint, au système de commercialisation. Ils sont à l'origine de plusieurs initiatives du modèle, ce qu'on appelle aujourd'hui le modèle agricole québécois. Donc, il y avait un intérêt aussi de la part des producteurs de partager ce modèle-là et de l'adapter, que chacun des pays ou des organisations paysannes l'adaptent à leur propre réalité. Et le troisième constat, c'est qu'il y avait plusieurs ONG qui travaillaient dans le milieu agricole avec des gens, et ce n'est pas pour rabaisser personne, mais avec des gens qui n'avaient pas nécessairement d'expérience dans le milieu agricole, qui n'avaient même jamais mis les pieds dans une ferme dans leur propre pays et qui allaient en Afrique ou ailleurs dans le monde conseiller des organisations de producteurs, conseiller des producteurs, alors qu'ils n'avaient pas nécessairement connaissance ou conscience de ce que c'est l'agriculture. Alors qu'au sein de l'UPA, il y avait à la fois des producteurs agricoles, et il y avait aussi tout un réseau de professionnels, soit au sein de l'Union ou qui entourent les producteurs, que ce soit les agronomes, les vétérinaires ou autres, qui, eux, connaissaient l'agriculture d'ici. Donc, ce n'étaient pas nécessairement des experts en développement international, mais qui étaient des experts en développement agricole. Alors, il y avait ce troisième constat-là à mener au fait que de dire on est capable d'apporter une expertise à d'autres organisations à travers le monde. Et je terminerai en disant que même si notre mission elle a évolué au fil des années, elle a toujours été rattachée à nos origines ou à notre ADN qui a été l'appui à l'agriculture familiale à travers, entre autres, des services collectifs, mais surtout à travers des organisations de producteurs agricoles. Parce que, dans le fond, nous, plus de 95% de nos partenaires, un peu comme dans le cas de AFDI,
ce sont des organisations de producteurs agricoles. Ce ne sont pas des ONG ou des associations. C'est vraiment des organisations de producteurs. Et dans ce sens-là, c'est un des éléments, je pense, aussi qui nous démarque de plusieurs autres organisations qui viennent en appui aux organisations de producteurs, entre autres en Afrique de l'Ouest. Hélène Drainville, vous avez utilisé tout à l'heure le mot efficace pour décrire l'approche québécoise en matière de coopération internationale. Ce que nous décrivent Laure Hamdy, Hugo Beauregard-Langelier, c'est une approche efficace d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'on envoie sur le terrain des gens qui eux-mêmes sont sur le terrain et qui connaissent ou des mécaniques organisationnelles ou des aspects très techniques de la production pour venir échanger avec leurs pairs à l'étranger. Le micro, s'il vous plaît, Hélène. Les joies du télétravail comme ça. Là. Je vous dirais que, en tout cas, pour ce qui est de ce que le Québec fait à l'international, entre autres en Afrique de l'Ouest, on fait beaucoup de solidarité internationale depuis très, très longtemps. Depuis à peu près 25 ans, nos programmes, on s'est beaucoup plus structurés et depuis quelques années, d'adopter, je vous dirais, cette vision-là plus multisectorielle, multi-acteurs. Avec la COVID, ça vient nous donner un peu raison. Et sans dire qu'on est avant-gardiste, je vous dirais que l'approche du Québec au niveau de tous ces programmes en solidarité internationale, je le disais tantôt, l'agriculture en fait partie, mais de plutôt avoir une vision 360 où, oui, il y a évidemment au cœur de ça les besoins pris en compte du pays, mais où autour de ça, on apporte une expertise scientifique, une expertise de terrain, une expertise d'entrepreneur dans une relation d'égal à égal. Pour nous, c'est tous nos programmes, tous nos projets qu'on finance, on les finance avec des partenaires. Donc, je vous dirais en fait que la COVID je le disais tantôt, vient mettre en lumière l'importance du travail qui est fait terrain, mais également cette approche-là multisectorielle et multi-acteurs. Oui, pour voir très, très large. Laure Hamdy, qu'est-ce qui caractériserait l'approche française en matière de coopération agricole internationale? Est-ce que votre organisation est un peu à part ou c'est le témoin d'un courant d'ensemble? Bon, la France a quand même un volume très conséquent d'aide publique au développement, avec aujourd'hui l'acteur pivot de cette aide publique au développement qui est l'Agence française de développement, qui fonctionne beaucoup sur des prêts, mais aussi sur des subventions. Et puis après, le tissu associatif français est très, très important. Il y a énormément d'ONG de développement, celles qui sont très célèbres, qui font de l'urgence et du développement, comme Médecins sans frontières, que vous devez connaître. Donc, on est un terrain qui a fait émerger quand même beaucoup de grosses organisations. Et en fait, je dirais tout cohabite, c'est-à-dire il y a les coopérations bilatérales classiques que vous connaissez avec des négociations entre l'État français et l'État africain ou un autre État étranger. Et puis après, il y a tout un secteur d'activité qui est dédié en fait à un partenariat privilégié de l'Agence française de développement et du ministère des Affaires étrangères avec les organisations de la société civile qui en fait viennent amener des idées de projets et de programmes et que l'État français accepte de cofinancer. Donc nous, on est dans ce secteur-là d'activité, même si en même temps, on exécute aussi des programmes initiés par l'Agence française de développement. Après, dans le paysage des ONG, des organisations de la solidarité internationale, AFDI occupe une place un peu à part parce qu'en fait, nous sommes d'abord une organisation professionnelle agricole. La gouvernance d'AFDI, c'est beaucoup, en grande majorité des responsables professionnels agricoles parce que nous avons cet ancrage sur le terrain en France qui est important. Et parce que, contrairement à d'autres organisations de la solidarité internationale, on a vraiment une approche partenariale. Je m'explique. AFDI a des partenaires en Afrique qui sont des organisations paysannes. C'est elles qui ont des projets de développement et nous, on vient en fait apporter un accompagnement sur deux niveaux.
un premier niveau qui est de l'aide budgétaire. Hein. On fait de la dotation et de la subvention directe à ces organisations paysannes pour consolider leur activité. Mais aussi, surtout, on fait de l'appui conseil et où on mobilise ce que Hugo présentait tout à l'heure, tout un panel en fait, d'experts français qui sont en fait tout simplement des directeurs de coopératives, des présidents de coopératives, des administrateurs de syndicats et qui vont en fait accompagner la réflexion de ce que les organisations paysannes partenaires mettent en place. Et on travaille beaucoup sur de la réciprocité dans ces échanges entre pairs, c'est-à-dire qu'on ne fait pas que des missions dans le sens France-Afrique, et Ibrahima peut en témoigner. On accueille très régulièrement les responsables paysans africains sur des missions assez courtes aussi, où ils vont rencontrer leurs collègues et pouvoir approfondir un sujet ou un autre. Voilà, donc ce mode opératoire est assez spécifique et aussi se traduit par le fait que, contrairement à d'autres organisations de la solidarité internationale, on a très peu de personnel sur le terrain, puisqu'on confie en fait la mise en œuvre des activités aux organisations paysannes partenaires. On est un peu différent et en fait, c'est parce qu'on est différent et parce qu'on a défendu le fait que pour accompagner le développement agricole et toucher le plus grand nombre d'organisations paysannes, on ne peut pas mettre une ONG, un projet derrière chaque paysan. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des acteurs intermédiaires, des corps intermédiaires. Nous, on considère que l'organisation paysanne, c'est le corps intermédiaire qui va permettre effectivement de concerner le plus possible d'exploitants familiaux. Et en fait, la particularité, c'est que ce mode opératoire que l'on défend, il est très peu entendu et on a créé l'Alliance Agricorde où avec UPADI, c'est André Baudouin qui était le fondateur aussi en 2003. On a créé une alliance qui s'appelle Agricorde où on s'est réunis toutes les organisations qui ont cette approche très spécifique de donner du poids aux paysans à travers les organisations paysannes, parce qu'on s'est rendu compte que pour influer et faire du lobbying auprès des grands bailleurs internationaux, pour qu'ils n'imaginent pas faire des programmes de développement agricole et rural sans les organisations paysannes et sans les paysans, on s'est dit qu'il fallait qu'on soit plusieurs à dire ça. Voilà, donc je voulais finir sur Agricorde parce que ça me paraît important dans ce paysage très complexe et très riche qu'est celui de la coopération internationale. Les approches sont très diverses et malheureusement, la machine est très complexe, elle est lourde et l'approche projet fait encore, il me semble, beaucoup de dégâts. Merci. Merci. Alors, Ibrahima, une réaction à ce que vous venez d'entendre de Laure Hamdi, et je pense que vous pouvez faire facilement des parallèles avec l'action du PADI sur ce terrain. Donc, cette approche, ce mode opératoire, cette façon de travailler d'égal à égal, cette possibilité pour des paysans d'Afrique de l'Ouest et des représentants d'organisations paysannes de venir ou en tout cas de se déplacer pour aller voir un peu ailleurs comment ça se passe, on peut penser que tout ça fait une différence sur le terrain, que tout ça contribue à construire des liens solides et durables. Est-ce que je me trompe? Absolument. Et je voudrais vous donner comme exemple, en 2006, quand nous avons pu négocier une loi d'orientation agricole au Mali, Hugo est venu faire quelques mois chez moi. J'ai contribué à sa formation, je pense qu'il ne va pas le nier. Donc, c'est pour vous dire que nous sommes dans cette logique de partage. Et c'est ça qui nous a permis d'aller très loin. Et ce que Laure dit, moi, je partage entièrement, c'est vraiment une expérience, une co-construction d'un système de travail très, très basé sur des valeurs humaines qui nous a permis de faire tous ces chemins ensemble. Et c'est pourquoi nos relations sont très fortes, aussi bien avec AFDI qu'avec UPADI, avec lesquels nous avons véritablement cheminé ensemble et nous échangeons. Il y a beaucoup d'échanges humains. Et je pense qu'il y a beaucoup de producteurs de l'Afrique de l'Ouest qui ont eu la chance d'aller participer à des séminaires, des ateliers, contribuer dans des débats. Nous avons reçu beaucoup de nos partenaires paysans européens qui sont venus dans des rencontres, dans des discussions, qui ont contribué énormément. Et quand nous avons eu besoin d'experts sur le foncier, et nous avons fait appel à AFDI, qui nous a envoyé des experts de la SAFER qui sont venus partager avec nous parce que nous étions dans la construction d'une politique foncière. Donc,
c'est vraiment, nous avons des partenaires sur lesquels nous pouvons compter et eux aussi savent qu'ils peuvent compter sur nous. C'est ça qui fait la force de ce type de partenariat. Et donc, véritablement, nous voulons vraiment que cette approche soit bien comprise des politiques, des décideurs, de ceux qui mettent les moyens financiers et donc qui soutiennent cette approche directe. Parce que c'est ça qui donne beaucoup de résultats. Vous ne pouvez pas envoyer quelqu'un qui ne connaît pas le milieu, qui ne connaît pas la réalité, qui ne respecte pas souvent les personnes qui sont là et prétendre avoir un résultat. Ça ne fonctionne pas. Donc, voilà. Donc, c'est ça je pense, qui donne de la couleur à ce que nous faisons ensemble. Ibrahima, je vous garde un peu avec nous pour les prochaines minutes. Les choses ont basculé littéralement depuis une année. Faites le point sur ce réajustement de l'après-COVID. Je pense qu'on est sorti du premier choc. Les choses se réorganisent progressivement. Alors, comment pouvez-vous nous illustrer la situation actuelle? Comment ça se passe? J'avais commencé à avoir de l'espoir, mais j'ai commencé encore depuis hier à avoir de la crainte parce que l'OMC, je vois que l'OMC se remet en place et avec une Africaine qui prend la tête, c'est l'ex-ministre du Nigeria. Donc, le départ de Trump n'est peut-être pas une bonne nouvelle pour le reste du monde, c'est peut-être une bonne nouvelle pour les Américains, et parce que lui, il avait bloqué le fonctionnement de cette institution. Donc, l'OMC va se réorganiser probablement, et probablement les choses ne vont pas changer. Donc, donc nous devons, je ne pense pas que Covid ait été une leçon pour les grands décideurs politiques. Moi, je commence à douter, parce qu'en réalité, aujourd'hui, on devrait parler de transformer les systèmes alimentaires, d'avoir des systèmes alimentaires plus ancrés dans les territoires, investir dans le développement des territoires, dans l'outil de production des petits exploitants, d'organiser les marchés locaux, nationaux, régionaux. C'est ça qu'on devrait faire aujourd'hui et vraiment travailler sur une politique de souveraineté alimentaire. Mais ce sommet aussi qui est en train d'être préparé par les Nations Unies, et nous avons beaucoup d'inquiétudes par rapport à la préparation de ce sommet où nous voyons que ce sont les multinationales, les grandes sociétés qui prennent le lead un peu de ce processus. Donc, nous, on a beaucoup d'inquiétudes. C'est pourquoi on aimerait que Mme Drainville et ses collègues nous aident beaucoup dans ces combats pour qu'on n'aille pas encore dans des dérives après cette crise dramatique de Covid. On avait vraiment pensé que le monde allait changer, qu'on allait avoir un monde meilleur, mais on voit que les gens s'organisent simplement en attendant que les vaccins donnent des résultats. Dès que les vaccins vont donner des résultats, les vieilles habitudes risquent de revenir. Donc, alors, ce que vous nous dites, c'est qu'on a bien compris qu'au début, malgré le choc, on a vite entendu des chefs d'État rappeler l'importance de l'autonomie alimentaire de leur pays, poser certains gestes pour tenter d'améliorer les choses, rouvert des marchés, imposer les mesures sanitaires, on connaît la situation. Puis, on a entendu aussi des organisations paysannes nous dire, espérer que les choses allaient changer. Donc, votre message aujourd'hui, c'est de dire qu'il faut se relever les manches parce que la bataille est loin d'être terminée et on peut craindre ce qui va s'en venir pour la suite. Absolument. Moi, je dis il faut qu'on s'organise et qu'on se remobilise, en fait, et qu'on voit l'évolution des choses. Mais donc, les signes, quand même, on voit des signes qui ne sont pas très positifs de mon point de vue. Surtout cette affaire OMC on sait que l'Amérique va revenir dans le multilatéralisme, donc on ne sait pas ce qui va se passer. Peut-être, donc si on donne un peu plus d'impulsion, on sera obligé de nous mobiliser encore, de nous battre pour des politiques agricoles qui respectent les familles paysannes, qui permettent aux familles paysannes de vivre là où elles sont. Donc, c'est vraiment un travail qu'on avait peut-être pensé ne pas revenir dans ces combats, probablement. Oui. Hélène Drainville, s'il vous plaît, sur ces questions de sécurité alimentaire, vous avez beaucoup insisté là-dessus tout à l'heure en disant que c'est un sujet qui vous tient à cœur, sur lequel le ministère travaille très fort également. Donc, quand vous entendez Ibrahima Coulibaly tracer ce portrait de ce qui risque d'arriver, ça résonne comment dans votre esprit? Le micro, s'il vous plaît. Je pense que monsieur a tout à fait raison. À notre niveau au Québec, déjà en 2017, nous avions organisé en collaboration avec la FAO un grand forum sur toutes les questions de sécurité alimentaire. Le Québec, présentement, collabore à une chaire de recherche de Mme Parent, qui est une sommité
mondial qui travaille à l'Université Laval sur toutes ces questions-là de sécurité alimentaire. C'est quand même un $250 000 que le gouvernement du Québec investit dans cette chaire de recherche-là. On travaille également en étroite collaboration avec la FAO. C'est clair que la COVID est venue mettre en lumière ce que vivaient au quotidien les paysans, les producteurs agricoles dans tous les pays. Moi, ce que je retiens, c'est que je pense que le plus important, c'est vraiment cette approche-là collaborative, puis l'important de venir s'appuyer sur des partenaires locaux, puis sur l'expertise locale. On ne peut plus voyager, en tout cas pour l'instant, sans remettre en question l'importance puis la plus-value de la mobilité internationale. Je dirais que la pandémie nous a fait réaliser qu'il y a quand même certaines activités qui peuvent être faites, des conseils qui peuvent être donnés de manière virtuelle. Et ça, je pense que ça s'est accéléré. C'est clair qu'il va falloir continuer à travailler avec les partenaires à l'international et développer des nouveaux modèles d'affaires. Et puis, j'en reviens encore à ce programme-là, SAGA, qui est une initiative de la FAO et qui a regroupé autour d'une même table. Puis je me souviens très bien quand j'y suis allée pour cette première rencontre de travail-là au Sénégal, où il y avait une trentaine de personnes autour de la table provenant de différents milieux, avec des intérêts parfois pas tous communs, mais qui ont accepté de laisser leurs différents côtés, de mettre leur expertise en commune. Et puis, ça fonctionne. Puis je pense que c'est ce genre de modèle-là qu'il faut cultiver et prôner. Oui, il faut continuer de travailler dans ce sens-là. Hugo Beauregard-Langelier, est-ce que l'écart ne risque pas de s'agrandir, de s'aggraver? Puis Laure, vous pourrez peut-être répondre, mais je ne connais pas les changements de politique française en matière de souveraineté alimentaire, mais on voit très bien au Québec en ce moment une volonté gouvernementale de promouvoir l'autonomie alimentaire, de mettre en place des mesures. Je pense à tout le programme de construction de serres, entre autres, un peu partout sur le territoire, tous ces programmes de proximité. Donc, si les agriculteurs québécois trouvent une meilleure place sur leur propre marché, resteront-ils aussi sensibles à ces enjeux internationaux si l'écart se creuse avec leurs pairs un peu partout en Afrique et ailleurs? Moi, je pense, si je peux faire, dans un premier temps, répondre à la question du parallèle avec le Québec ou le Canada, ben, on a toujours, au fil des années, réussi à défendre un modèle qui était à la fois, qui protégeait le système de gestion de l'offre, donc protectionniste, et un modèle où on ne s'empêchait pas, où on misait sur les exportations dans des cultures comme les cultures commerciales, les céréales ou certaines productions animales comme le porc. Donc, je pense qu'on a réussi au fil des années maintenir cet équilibre-là. Et je pense que, ça témoigne d'un certain désir d'autonomie alimentaire, cette façon de fonctionner-là, avec des mesures qui sont flexibles, qui ne sont pas mur à mur, de dire on vise uniquement les exportations, on vise uniquement la protection du marché domestique. Ouais. Et dans un deuxième temps, par rapport à ce qui se passe un peu plus à l'international, mais moi, je pense il y a quand même un momentum présentement par rapport à la question de l'autonomie alimentaire. Par contre, je partage les préoccupations d'Ibrahima quand il voit que certaines organisations multilatérales comme l'Organisation mondiale du commerce pourraient reprendre en force dans les prochaines années. En même temps, je ne sais pas quel va avoir l'effet de la montée du populisme et d'un certain nationalisme dans plusieurs pays. Bon, oui, il y avait les Américains, mais il y a quand même plusieurs pays dans d'autres pays à travers le monde qui ont encore, où le populisme et le nationalisme est très fort. Donc, moi, je pense que ça va venir beaucoup je crois que ça va venir beaucoup des organisations de producteurs parce que une des choses qu'on tente de faire valoir, nous autres, entre autres aux bailleurs de fonds, puis à des organisations qui n'ont pas nécessairement une connaissance fine de ce que UPADI fait ou, par exemple, d'autres organisations comme l'AFDI fait également, c'est qu'on voit que les organisations de producteurs, ce sont de profonds véhicules de changement. Que ce soit des changements sociétals, mais aussi des changements politiques. Et en ce sens-là, je fais un parallèle avec le projet SAGA dont Mme Drainville parlait. Il y a un des éléments dans le projet SAGA qui, moi, m'apparaît
important, ce n'est pas juste ce qui est fait sur le terrain par les différentes organisations de coopération internationale ou ce que la FAO fait plus au niveau des gouvernements. Ce qui est intéressant, ce qui est innovant dans ce projet-là, c'est qu'on soit capable de faire en sorte que les activités sur le terrain viennent influencer les politiques agricoles ou les politiques environnementales. Et moi, je crois que c'est une des avenues pour faire changer ou pour faire bouger les gouvernements, c'est de faire en sorte que ce qui est fait sur le terrain, bien, ça puisse avoir une influence au niveau des politiques. Non pas nécessairement de se traduire complètement dans ce que les producteurs voudraient, mais on le voit ici à l'UPA, par exemple. Dernièrement, le ministre de l'Agriculture a annoncé qu'ils allaient en fait rémunérer les bonnes pratiques agro-environnementales. Mais ça, évidemment, c'est des choses que l'UPA a poussées, c'est des préoccupations que les producteurs d'ici ont poussées et qui ont eu une influence sur les politiques agricoles. Donc, moi, je pense qu'il y a, si on veut réussir à faire changer les choses, il ne faut pas juste travailler uniquement au niveau du terrain, il faut faire en sorte aussi qu'il y ait une portée politique aux actions des producteurs. Laure Hamdy, optimiste ou pessimiste bon, pour la suite, avec ce que vous venez d'entendre? Oui, c'est ça. En fait, bon, c'est très intéressant toutes les discussions et en fait, ça révèle bien combien on évolue dans un monde très complexe aujourd'hui avec des enjeux qui nous dépassent parfois. Moi, j'aurais envie de revenir sur un point qui me paraît important, c'est de reparler en fait des personnes, Ibrahim revient là-dessus, c'est de combien de millions de paysans on parle et de combien de jeunes on parle aujourd'hui qui, en fait, ce qui est intéressant, je trouve aujourd'hui, c'est qu'il y a des experts qui disent que le seul secteur économique qui aujourd'hui est capable d'absorber tous les jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi, c'est l'agriculture. Donc ça, c'est vraiment un enjeu incroyable. Et il faut le mettre aussi au regard de, non pas la crise du Covid-19, mais la crise sécuritaire. Hein. Brahima reviendra là-dessus. Je pense que le Mali est énormément touché aussi parce que les jeunes n'ont aucun avenir et qu'une manière pour eux de trouver quelque chose à faire, c'est d'être embrigadés dans des mouvements violents. Oui, c'est toute la crise migratoire. Voilà, la crise migratoire, mais aussi l'engagement dans des groupes terroristes. Hein. Et en fait, si on raisonne sur cet enjeu mondial qui touche tout le monde, en fait, hein, et qu'on y rajoute la crise climatique, parce qu'il est certain que l'agriculture, on le dit souvent, c'est à la fois une source de changement climatique, mais c'est aussi la solution. Donc, en fait, en traitant de façon sérieuse la question de l'agriculture, on aborde la question de l'emploi des jeunes et des jeunes hommes et des jeunes femmes, hein, puisque je sais que aussi le sujet des femmes est important. On aborde la question de sortir des gens de la pauvreté, parce que quand même 3/4 des pauvres dans le monde sont des ruraux. Sont paysans, et on aborde aussi la question du changement climatique. Donc en fait, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que le travail de coopération des mondes professionnels agricoles organisés des pays dits OCDE, avec les paysans africains et avec des personnes comme Ibrahima Koulibaly a permis d'avoir aujourd'hui dans les tours de table des leaders paysans africains qui sont complètement à l'aise avec ces enjeux, qui les maîtrisent et qui sont capables de défendre effectivement le fait qu'il faut des politiques nationales et des politiques régionales, agricoles, avec des vrais budgets dédiés, hein, parce qu'il y a eu à Maputo, à un moment donné, les États africains se sont engagés à mettre au moins 10% de leur budget sur l'agriculture, alors que dans certains pays, c'est 70% de la population. Donc, on a quand même là, rien que pour ça, en fait, rester aux côtés de ces organisations paysannes pour qu'elles puissent continuer leurs actions de lobbying, de plaidoyer, pour que leurs États mettent en place de vraies politiques agricoles et que ces États-là, quand ils négocient avec la Banque mondiale, quand ils négocient avec la FAO ou avec l'Union européenne, ils portent en fait des vraies stratégies pour le développement de leur agriculture. Ils portent des voix. En fait, ce que dit Laure Hamdy, Ibrahima Koulibaly, c'est que cette force d'influence qui s'est organisée depuis plus de 50 ans maintenant, elle est en quelque sorte plus solide que jamais. Absolument, madame. Ce qu'il faut dire, c'est que
ce qu'il faut améliorer aujourd'hui, c'est vraiment la qualité de l'écoute. Autrement, toutes les données sont sur la table. Vous savez, nous, ça fait plus de 30 ans que nous crions que les jeunes vont prendre les armes. Personne ne nous a écoutés. Et on est dans une région, le Sahel. Ce n'est pas pour rien que ce qu'on appelle le terrorisme aujourd'hui, c'est beaucoup développé dans cette région du Sahel. Parce que c'est une région qui a été durement frappée par les sécheresses des années 70 dont j'ai parlé tantôt, qui est une région très fragile climatiquement, et donc qui fait que beaucoup d'exploitations ont tout perdu. Donc, les jeunes qui sont nés dans cette situation, qui ont grandi dans cette situation d'extrême vulnérabilité, eh bien, quelque part, ils haïssent leur gouvernement. Et c'est tout à fait, on ne peut pas ce sont des êtres humains et qui ont des aspirations, mais dont les aspirations, qui ne disposent d'aucun moyen de faire écouter leurs aspirations. C'est pourquoi beaucoup ont rejoint aujourd'hui des gens qui sont venus leur proposer des armes pour combattre leur propre pays. Donc, voilà la situation dans laquelle... Mais nous avons vu venir, nous avons créons des conditions pour que la jeunesse s'en sorte. Investissons dans l'outil de production des exploitations agricoles familiales, ces exploitations de pasteurs, d'éleveurs nomades, d'agriculteurs, qui souvent travaillent avec l'outil aratoire manuel, la daba, ce qu'on appelle la daba chez nous. Ils travaillent à la main. Ils travaillent souvent dans des conditions où il ne pleut que 2 ou 3 mois dans l'année. Et donc, des conditions qu'on a du mal à exprimer, à imaginer ailleurs. Et pourtant, les gens arrivent à continuer à vivre dans ces conditions-là. Donc, il faut qu'il y ait une prise de conscience que notre préoccupation, ce n'est pas le commerce mondial, ce n'est pas les exportations, c'est d'abord que ces gens arrivent à produire dans la régularité, à s'auto-nourrir et à nourrir leur région, leur communauté, leur pays. Voilà, c'est ça d'abord la préoccupation. Une préoccupation de dignité et de sécurité. Oui, continuez, Ibrahima. Exactement. Et donc, les gouvernements doivent comprendre. Mais le problème, c'est qu'en Afrique, dans cette région ouest africaine, il y a un problème terrible. C'est qu'il y a une élite politico-administrative qui est dans les capitales, qui a tous les pouvoirs, qui a tous les moyens financiers et qui n'écoute pas beaucoup. Et qui, même s'ils associent dans les dialogues, même si nous sommes dans tous les niveaux de dialogue politique, mais nous n'avons pas de pouvoir politique, de changement rapide en tout cas. On a changé, on a pu influer des politiques, on a de bonnes politiques sur le papier, votées par le Parlement. La loi d'orientation agricole dont je vous ai parlé, si on l'avait mis en œuvre depuis 2006, quand Hugo était venu chez moi, il n'y aurait pas eu la guerre dans le centre du Mali. Il n'y aurait pas eu la guerre. Mais on ne l'a pas mis en œuvre parce que ceux qui sont au pouvoir à Bamako sont plus préoccupés par d'autres choses. Donc, si on arrive à changer tout cela, à mettre toutes ces questions sur la table, je pense qu'on va avoir un monde qui va bien fonctionner, où tout le monde aura la paix. On n'aura pas cette usine de production de ce que l'Occident appelle les terroristes, mais qui sont justement des gens qui essaient d'exister simplement souvent. Qui ont tout perdu. Oui. Mais voilà, donc voici la triste réalité aujourd'hui. Et donc, je pense qu'il faut qu'on arrive à marteler tous ensemble, nous et les politiques qui ont compris ça, comme Mme Drainville, voilà, et en Europe, il y en a beaucoup aussi, en Europe, des politiques en France, en Belgique, qui ont compris ces questions, qui se battent avec nous. Donc, il faut créer peut-être une sorte de solidarité entre les politiques et ceux qui sont dans ce milieu, disons, des luttes paysannes, ensemble qu'on arrive à marteler, peut-être probablement qu'on soit écouté un jour ou l'autre pour qu'il y ait des bonnes pratiques qui soient mises en œuvre un peu partout. Sinon, on a tout sur la table pour aller très rapidement, mais simplement les bonnes décisions, les moyens financiers ne suivent pas. Oui, on a les outils. Voilà. Mais je vous ramène, avant d'aller aux questions de l'auditoire, je vous ramène à une question très pratico-pratique, mais l'écart physique qui se creuse entre les pays en raison de la COVID, le fait de ne plus pouvoir aller sur le terrain, de ne plus pouvoir circuler plus difficilement d'un continent à l'autre, est-ce que ça ne risque pas d'aggraver temporairement la situation ou on va poser la question autrement, comment fait-on pour maintenir ces liens, Laura Hamdi, chez vous, avec les organisations sur le terrain? Laure, est-ce que vous avez développé des stratégies pour y arriver? Je pense qu'elle ne nous entend plus. Hélène Drainville, peut-être? Vous en avez parlé tout à l'heure d'occasion à saisir d'une certaine façon. Oui. Ouais. Je pense que l'une des clés, c'est d'avoir des partenaires sur le terrain. Écoutez, c'est quand même formidable aujourd'hui qu'on puisse tenir de manière virtuelle et d'avoir des points de vue de la France, du Mali, de gens d'un peu partout. Et je dirais que puisqu'il faut trouver des avantages à cette COVID-là,
de pouvoir, le virtuel quand même nous permet d'avoir ce genre de rencontres-là et ces échanges-là. Je pense qu'il faut s'adapter très rapidement. Puis, je vais vous donner un exemple là, au niveau du ministère des Relations internationales et de la francophonie. On a des programmes cadrés pour justement aider sur le terrain. Ben, écoutez, quand est arrivée la COVID au mois de mars, on s'est dit, ben non, mais ça ne marche pas, là. Il faut répondre aux besoins des organisations de solidarité internationale. Alors, on a convaincu notre gouvernement de tout mettre sur la voie d'accotement et de vite mettre en place un programme unique pour répondre aux besoins. Donc, des OCI et de leurs partenaires sur le terrain. Je pense que le virtuel permet quand même ce contact-là. C'est pas, je veux dire, il faut pas que ça dure une éternité, mais à court terme, le fait d'avoir développé donc des ancrages solides sur le terrain et que le numérique nous permette donc d'échanger, il y a quand même un lien qui je veux dire, qui peut se poursuivre. Les projets peuvent se poursuivre, mais ça ne pourra pas durer indéfiniment. Oui. Laura me dit, est-ce que le virtuel vient à la rescousse des organisations pour la suite des choses? Est-ce que vous m'entendez mieux maintenant? Oui, alors vous pouvez ouvrir votre microphone, s'il vous plaît. C'est le micro qu'on n'a pas, Laure. Excusez-moi, vous m'avez posé une question. Oui, c'est ça. Je vous demandais si le virtuel permet de maintenir les contacts en attendant ou est-ce qu'on ne devrait pas miser beaucoup là-dessus pour continuer le travail justement en attendant la reprise? En fait, c'est assez paradoxalement, je ne sais pas, c'est Laure me dit que vous posez la question parce que j'ai des micro-coupures en ce moment, je ne vous entends pas très bien. C'est bien à moi de... Oui, bon, OK. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Oui. Vous ne m'entendez pas bien. Hein? Ah, c'est vous qui ne nous entendez plus. Essayez. Oui, alors en fait, oui. Assez paradoxalement, avec cette crise Covid, nous avons, bien sûr, comme tout le monde, énormément développé le travail à distance, mais on est déjà dans du travail à distance avec les partenaires africains. Et en fait, les gens se sont plus appropriés ces outils et on a mis en place des processus de dialogue que l'on ne faisait pas auparavant, c'est-à-dire que quand un groupe AFDI est partenaire d'une organisation paysanne, il faisait une réunion ici et ensuite quelqu'un faisait le compte-rendu auprès du partenaire africain et rendait compte. Et maintenant, en fait, on s'invite aux réunions. Donc, en fait, quand il y a une réunion de groupe AFDI en France, il va inviter le président ou le directeur de l'organisation paysanne à dire voilà ce qui est en train de se passer. Et réciproquement, quand l'organisation paysanne africaine est en train de faire sa réunion, elle va inviter un représentant AFDI à participer. Et on démultiplie ce genre d'échanges. Et au final, on s'est rendu compte que ça avait créé une dynamique intéressante. D'abord une dynamique autour de la gestion de la crise en elle-même, hein, comment on redéploie les activités. On a beaucoup travaillé on a transformé des budgets dédiés à faire des réunions en budget pour acheter des budgets pour des cartes de téléphone, des téléphones, de la connexion Internet. Donc ça a été le début de la crise. Et aujourd'hui, on est en train vraiment de retravailler sur ça parce que même les OP africaines aujourd'hui ont été contraintes par la pandémie et ont dû se mettre, malgré des connexions parfois difficiles, à faire beaucoup de travail à distance. Et en fait, on est dans des terrains où les gens sont très capables de s'adapter à des situations complexes parce qu'ils sont tous les jours dans des situations complexes. Voilà. Et au final, nous, on a trouvé que ça avait plutôt bien fonctionné. Voilà. Ah, il y a des idées intéressantes là-dedans. Je vous soumets peut-être à Ibrahima Koulibaly une question de l'auditoire. Il y a quelqu'un qui note les progrès effectués en Afrique de l'Ouest grâce à des projets concrets dans le secteur des céréales notamment, mais qui constate, vous l'avez dit, les ravages de la pauvreté. Il constate à quel point c'est difficile de lutter pour une réelle autonomie alimentaire et qui se demande quelles interventions supplémentaires les ONG de coopération internationale, comme l'AFDI, comme UPADI, et les gouvernements devraient emprunter pour que ces pays émergent véritablement? Ibrahima. Merci Qu'est-ce beaucoup. qu'il faut de plus?
Eh bien, ce qu'il faut de plus, c'est vraiment, comme je l'ai dit, mieux investir dans l'outil de production des familles paysannes, mieux organiser les ventes, le système de commercialisation à différents niveaux. Et donc, vous savez, souvent, on ne le dit pas, mais nous avons des surproductions dans le Sahel, dans cette région. On ne le dit pas souvent. Mais il y a des années, quand on a une bonne pluviométrie, on a tellement de céréales souvent qu'on a du mal à vendre, donc les prix chutent. Donc, il faut organiser tout ça. Et ça, ce n'est pas simplement l'effort des exploitations agricoles familiales. Organisées seul ne peut pas arriver à faire cela. C'est des politiques nationales bien structurées, avec des investissements bien ciblés dans le stockage, dans la mise en marché, qui peut permettre progressivement dans le système d'achat public. On s'est beaucoup battu en Afrique de l'Ouest pour avoir des mécanismes de stockage, d'achat public, notamment au niveau de la CEDEAO. C'est un programme qui vient de démarrer avec un budget pas extrêmement important, mais qui nous donne beaucoup d'espoir. Donc, on s'est beaucoup bagarré pour qu'au niveau de la politique de l'Afrique de l'Ouest, qu'on ait un stock régional, donc qui achète directement à travers les organisations de producteurs. Et donc, c'est tout cela qui va permettre d'absorber quand il y a une bonne production et de mettre sur le marché quand la demande est là. Donc, je pense que c'est ça qui manque un peu. On n'a pas encore mis en musique tout cela entre d'abord au niveau des pays. Et la CEDEAO a commencé, mais si les pays, là encore, ne suivent pas, les choses évoluent tant bien que mal au niveau régional, à travers les pressions que nous arrivons à mettre à ce niveau. Il y a une plus grande qualité de l'écoute au niveau régional, mais dans beaucoup de pays, il y a beaucoup de résistances. Donc, il faut qu'on arrive à relever ensemble ces résistances-là. Et même la CEDEAO, la commission de la CEDEAO est obligée de se battre souvent avec des États pour qu'ils arrivent à mettre en œuvre certaines des décisions qui sont prises au niveau régional. On a une politique agricole régionale qui reconnaît la souveraineté alimentaire, qui reconnaît les fermes familiales, ce que nous on appelle les exploitations familiales agricoles, qui connaît leur place importante. Donc, on a véritablement tous les éléments qui devraient permettre encore à ce niveau de mettre en harmonie ce qu'on a négocié dans certains pays individuellement et au niveau régional, au niveau de tous les pays d'Afrique de l'Ouest. Si on arrive à faire ça, je pense que l'Afrique de l'Ouest est capable de se nourrir. Nous, on n'a aucun doute là-dessus. Et on n'a pas besoin de dépendre sur le plan alimentaire de n'importe quel pays que ce soit. Quand il y a eu des investissements bien ciblés après la crise alimentaire de 2008 avec le riz, et des pays comme le Mali, en une année, ont augmenté leur production de 30%. Ouais. C'est énorme. Et parce qu'on a mis de l'engrais, on a mis du matériel, des petits équipements et la production a bondi. Mais on a eu du mal à vendre cette production, malheureusement, après. Donc, c'est des choses comme ça. Il faut que le marché suive, que le marché soit bien organisé. Et donc, voilà, le système de commercialisation doit être très bien organisé. Donc, envisager la situation, le problème dans tout son ensemble. Une question que Cassandre Hervieux-Godreau va nous transmettre, s'il vous plaît. Cassandre? Oui, merci, Madame Raymond. Donc, on a des questions du public. Une première question, en fait, ce serait, est-ce que la promotion de l'achat local ne devrait pas faire partie intégrante des politiques agricoles afin de soutenir davantage l'agriculture familiale? Ibrahima? À moi? Oui. Oui, allez-y. Oui, c'est exactement ce que je viens de dire. Vous savez, une bonne politique agricole, c'est une politique qui permet de gérer les externalités quand il y a une surproduction ou quand il y a des problèmes de calamité. Donc, s'il n'y a pas ça dans une politique, ce n'est pas une bonne politique. Parce que le paysan, c'est quelqu'un qui travaille avec le climat. Et le climat, il est toujours capricieux partout dans le monde. Donc, il y a souvent ça marche bien, souvent ça ne marche pas bien. Et donc, on doit pouvoir prendre des dispositions dans la politique clairement décrites qui permettent de gérer ces externalités-là. Donc, si on achète directement la production, quand il y a abondance, les États ont les moyens de stocker dans des granges, dans des magasins, et de pouvoir aussi donner à la transformation les petites industries. Donc, un État doit pouvoir organiser tous ces dispositifs-là. Pour que, donc, l'achat avec les paysans est là-bas un des éléments clés d'une politique de souveraineté alimentaire. C'est ça qui permet aussi cette prévisibilité d'avoir des prix, qui couvrent les coûts de production, est une question extrêmement importante. Et donc, si le système de mise en marché est bien organisé, les paysans savent ce qu'ils vont gagner et donc ils sont encouragés à produire dans la durée. Donc, c'est ça, ça doit faire partie de toute bonne politique agricole. Laure Hamdi, vous avez levé la main.
faudrait ouvrir le micro, s'il vous plaît. Je vais quand même intervenir. Oui, en fait, sur les achats locaux, en fait, il y a quand même des initiatives qui sont très intéressantes, hein, qui sont mises en place. Il y a des organisations, moi je pense à la CPF, par exemple au Burkina Faso, qui négocie des achats locaux pour en fait alimenter les cantines scolaires de Ouagadougou. Donc en fait, c'est là où en fait les plateformes nationales des organisations paysannes africaines ont gagné des combats politiques, sont reconnus par les interlocuteurs, hein, que ce soit le ministère de l'Agriculture ou en l'occurrence là le ministère de l'Intérieur, et qui sont capables effectivement de remporter des marchés. Et après, il y a aussi beaucoup d'activités qui sont autour de l'alimentation des villes, de démarches qualité. Donc, on a beaucoup de groupements paysans, de coopératives qui travaillent sur la première transformation pour notamment, par exemple, ça arrive souvent pour que les femmes soient dans la première transformation et pour que les femmes africaines qui travaillent en ville puissent avoir le manioc prêt à l'emploi, des farines prêtes pour leurs enfants, etc. Donc, en fait, les initiatives sont très courantes, elles sont vraiment très intéressantes. Mais bon, il y a quand même un sujet qu'il ne faut pas oublier, il me semble, qui est un peu transverse. C'est la question de la formation continue. Il y a très peu de dispositifs d'accompagnement sur des formations techniques, etc. Et puis, le deuxième sujet qui est aussi très prégnant dans les territoires et les pays africains, c'est la question de l'accès au financement. On a du tout petit financement, du microcrédit pour les exploitations familiales ou les familles. On a après des grands crédits des institutions financières. Et l'entre-deux, c'est-à-dire le crédit à moyen terme pour de l'investissement ou une petite coopérative, c'est quelque chose qui existe peu et quand il existe, est hors de prix. Et donc là aussi, ça fait partie des points sur lesquels des politiques agricoles devraient pouvoir se mettre en place pour faciliter l'accès au financement. Parce que bon, l'énergie et le crédit sont quand même deux facteurs de production qui sont très importants. Oui, incontournable. Cassandre, une autre question, s'il vous plaît. Hélène, est-ce que je peux juste sauter sur oui. cette question-là? Oui, Hugo. Puis je fais le pont aussi avec la question précédente par rapport à qu'est-ce qu'on doit faire de plus. Moi, c'est pas uniquement, il ne faut pas, je pense, penser uniquement à qu'est-ce qu'on peut faire de plus, mais à qu'est-ce qu'on peut faire différemment. Parce que, je donne un exemple, parce que je pense qu'il y a souvent trop de programmes ou de politiques qui sont orientés sous l'angle uniquement consommateur et ils ne sont pas orientés sous l'angle producteur. Alors que c'est les producteurs qui composent, comme ça a été dit tout à l'heure, qui composent la majorité de la population puis qui sont aussi la majorité des personnes à faible revenu. Un exemple de ça, pour moi, c'est le cannibalisme, j'appellerais ça comme ça, le cannibalisme qui se fait parfois entre projets ou entre programmes. Et un exemple bien précis, c'est justement au Mali où Ibrahima se trouve. UPADI, depuis 1995, on a pu une organisation qui est dans la production de céréales, mais surtout dans la production de riz. Et dernièrement, avec tout ce qui se passe dans le nord du Mali, le conflit qui se passe au nord du Mali et les difficultés alimentaires ou de l'insécurité alimentaire qu'il y a dans certaines régions du pays, nous, on a une organisation qu'on appuie depuis plusieurs années, FASO-JIGI, qui produit, qui a du riz, qui a des tonnes de riz à commercialiser, mais qui n'arrive plus à les commercialiser parce qu'il y a des programmes qui viennent et qui donnent du riz aux populations qui en ont besoin. Donc, les dons de riz qui sont ciblés dans certaines régions viennent complètement déstabiliser tout le système de commercialisation que ces organisations-là ont bâti depuis les 15, les 20, les 25 dernières années. Donc, plutôt que d'acheter du riz à ces organisations de producteurs sur le terrain, le riz peut venir tantôt, on le voyait sur le petit vidéo, la route du riz qui arrive par les paquebots. Donc, ce riz-là peut venir d'Asie, peut venir des États-Unis, mais il vient dans une bonne foi, dans un bon geste de vouloir nourrir des gens qui en ont besoin. On vient appauvrir d'autres qui, eux, ont bâti un système depuis plusieurs années. Donc, quand je parle aggraver un problème. Je pense que
c'est un exemple de ce que je veux dire. Oui, merci. Cassandre, une dernière question, le temps file. Oui, bien sûr. En fait, on dit derrière la crise sanitaire, il y a aussi l'urgence écologique, les changements climatiques. Donc, on demande où en est-on avec la transition agroécologique, où en sommes-nous en Afrique de l'Ouest et aussi dans les coopérations là, avec la thématique de l'agroécologie. Alors, c'est une immense question à laquelle on pourra réfléchir le 22 avril prochain. J'en profite pour vous dire qu'on aura un autre panel le jour de la Terre en avril et qu'on pourra revenir sous ces aspects-là. Mais je vais me tourner vers Hélène Drainville. Cette question du changement climatique, elle est maintenant partie intégrante de plusieurs programmes de coopération. Elle percole dans l'action qui est entreprise sur le terrain, Hélène. Absolument. Et en fait, je dirais qu'assurer la sécurité alimentaire et la nutrition à l'ère des changements climatiques, c'est sûr que c'est l'un des défis les plus importants pour les années à venir. Je pense qu'il faut continuer à travailler à la fois sur les dimensions politiques, on en a parlé, sur le développement sur le terrain. Il faut continuer à faire de la recherche, et ça au niveau local, national et puis international. Mais ce qui est clair, c'est que c'est indissociable maintenant. Je pense que la COVID est venue, je dirais, on le savait, mais est venue confirmer. Et moi, j'ai très hâte de voir, il y a des rendez-vous importants sur la scène internationale dans la prochaine année. Les COP à Glasgow sur les changements climatiques, COP en Chine, sur tout ce qui est développement durable. Ce qui est clair, c'est que de parler de développement agricole ou d'autonomie alimentaire, l'agriculture, on ne peut plus dissocier ces deux, je vous dirais, ces deux grands thèmes-là. Puis surtout, on n'a pas le droit à l'échec. On ne peut pas se tromper. Voilà. Merci beaucoup, Hélène Drainville. Un mot de la fin, Laure Hamdy, pour la suite, vous espérez? Écoutez, d'abord, un remerciement pour m'avoir invité à ce panel. J'ai beaucoup apprécié les échanges. Un mot de la fin, je dis les jeunes. Je dis les jeunes. Voilà, en fait, aujourd'hui, je ne sais pas vous au Québec, mais chez nous en France, la population des paysans est énormément en train de vieillir. Donc, on a un problème de renouvellement de génération d'exploitants agricoles, mais en fait, assez paradoxalement, c'est aussi la situation dans certains pays africains où les leaders et les responsables paysans vieillissent et le métier ne fait pas envie. Donc, en fait, voilà, rendons ce métier de paysan moderne, attrayant, dynamique et donnons envie aux jeunes de s'y investir. Merci Laure Hamdy. Alors, vous avez vu apparaître sur vos écrans une question, un très, très court sondage. Est-ce que vous êtes inquiète pour la suite de la coopération agricole? Répondez, s'il vous plaît, et je pourrai vous donner une idée du résultat juste avant qu'on se quitte dans quelques minutes. Alors, Hugo, Beauregard Langelier, peut-être pour la suite? Oui, tout à fait d'accord avec la question des jeunes que Laure a souligné. J'irais sur un autre terrain. Moi, je crois qu'avec ce qu'on a vu dans la dernière année, avec la course, le nationalisme, je dirais, médical par rapport à la course aux masques, par rapport maintenant à la course aux vaccins, je pense qu'il va y avoir un travail aussi dans les prochaines années de reconstruire certaines solidarités ou certaines coopérations entre les peuples. Et pour moi, ce qui est important aussi, et je l'ai aussi sous l'angle québécois avec les producteurs, les productrices, pour moi, ce qui est important aussi pour maintenir cette solidarité-là ou continuer à la construire, c'est de concilier les enjeux de coopération internationale avec les enjeux domestiques. Parce que je crois que c'est un des éléments qui va faire en sorte que les producteurs ou productrices ou des gens du réseau de UPADI ou de UPA vont continuer de s'impliquer avec nous autres. Et je crois aussi que ça va permettre des meilleurs échanges avec nos partenaires. Puis, je terminerai en disant, je remercie évidemment tout le monde du panel. Puis un mot par rapport
à Mme Drainville et au MRIF que j'aurais voulu dire plus tôt dans l'échange, mais je n'ai pas eu le temps. Un des éléments aussi qui a changé, je crois, au cours des 25 années, c'est la façon dont les bailleurs de fonds et des agences, des organisations de coopération internationale échangent entre eux. Maintenant, en tout cas, moi, ce que je vois depuis que je suis dans le milieu, c'est vraiment un travail plus de partenariat qu'une relation de un bailleur versus un bénéficiaire de fonds. Puis ça, je pense qu'il faut le souligner parce que ça permet de co-construire certains programmes. En tout cas, ça permet d'orienter les gouvernements, les bailleurs de fonds, de façon à ce que les gens qui sont un peu plus sur le terrain, qui sont en contact avec des organisations de producteurs comme on l'est, de faire remonter un peu ces préoccupations-là directement au niveau des bailleurs de fonds. Donc, je pense que c'est important aussi de le souligner dans l'évolution de cette coopération-là qui s'est effectuée au fil des années. Merci beaucoup, Hugo Beauregard-Langelier. Madame Drainville, une réaction, si vous voulez, puis un petit mot de la fin. Oui. Écoutez, merci beaucoup, Monsieur Beauregard. Honnêtement, c'est de la musique à mes oreilles et je suis sûre que toute l'équipe est très contente de vous entendre. On est constamment en train de se remettre en question, se questionner dans les meilleures pratiques pour mieux vous accompagner. Et on va continuer à le faire. On vient de terminer, vous avez d'ailleurs été tous et toutes intimement liés à cette grande réflexion-là au niveau de nos programmes en solidarité internationale pour nous permettre d'être plus agiles et de répondre à tous ces besoins-là criants du terrain. Il y a un programme unique qui va être lancé au mois d'avril et donc on espère que ça va qu'on va pouvoir continuer à se remettre en question, à bâtir, mais surtout à connaître de beaux résultats concrets sur le terrain. Merci beaucoup. Merci. Ibrahima Coulibaly, le mot de la fin au Mali. Merci beaucoup. Je voudrais commencer par remercier mon ami Hugo et mon ami Laure pour ce dialogue très, très instructif. Je pense qu'on a eu l'occasion de parler des choses qui nous préoccupent et qui nous ont toujours préoccupés et sur lesquelles nous avons toujours travaillé. Et moi, ma préoccupation, mon souci, c'est qu'on continue à faire ce qu'on a déjà fait parce que ça a marché. Ça a permis d'avoir des résultats très concrets aujourd'hui. Les organisations paysannes, dans les années 91, on n'était pas grand-chose, on n'était pas écoutés, on n'était pas bien dans les espaces, on était très marginalisés. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Je pense que c'est aussi la qualité de cet échange qui a permis cela. Donc, je pense qu'il faut qu'on continue à améliorer, certainement en changeant ce qui permet d'être plus efficace, mais il faut qu'on continue. Et sur la question de la jeunesse, je pense que les jeunes se posent deux problèmes dans notre région aujourd'hui. C'est qu'ils ne veulent pas faire l'agriculture comme leurs parents. Et ils sont aussi une menace réelle pour la stabilité et la sécurité. Et on le voit déjà. Boko Haram, ce n'est pas autre chose, ce sont les jeunes Nigérians. Et le Sahel aujourd'hui, Burkina, Mali, ce sont des jeunes de ces pays. Du Niger, ce sont les jeunes de ces pays. Ce n'est pas des gens qui viennent d'ailleurs. Contrairement à ce qu'on essaie, ce n'est pas des idéologies. Oui, c'est vrai que c'est des questions de label. Chacun essaie de vendre son affaire. Et c'est ça la triste réalité. Il faut qu'on arrive à montrer qu'on peut faire l'agriculture de façon intelligente et très adaptée, et faisable avec moins d'efforts et rentable. Et c'est possible. Il y a énormément d'expérience dans le Sahel aujourd'hui. Et c'est pourquoi une des stratégies les plus importantes pour l'Europe, c'est sa stratégie d'insertion des jeunes, pour montrer aux jeunes qui sont partis dans les sites d'orpaillage, parce que l'orpaillage aussi, c'est devenu un problème donc, disons, c'est des sites qui tuent des milliers de jeunes chaque année en Afrique de l'Ouest aujourd'hui. Des galeries qui s'effondrent, on n'en parle pas beaucoup, mais il y a énormément de jeunes qui meurent dans les galeries en essayant de chercher de l'or. On parle beaucoup de ceux qui se noient dans la Méditerranée, mais moins bien de ceux qui ont pris les armes. Donc, tout ça, c'est le problème qu'on n'a pas vu venir. Donc, il faut que tout le monde ait conscience que si on veut un monde meilleur, un monde stable demain, il faut qu'on arrive à proposer à ces jeunes-là des solutions. Et il n'y a pas de solution ailleurs que dans l'agriculture. Et si on regarde la facture alimentaire de nos pays, c'est des vrais scandales. Ce qu'on met dans les poudres à lait, ce qu'on met pour importer du riz extérieur, ce qu'on met pour
C'est des choses, des fonds qui peuvent permettre d'améliorer la situation. L'argent de la coopération doit aussi venir s'investir dans ces créneaux de la jeunesse. Je pense que de plus en plus. Parce que c'est là où il y a des vrais problèmes. Merci beaucoup, madame. Merci, Ibrahima Koulibaly. Donc, pas de solution autre que celle de l'agriculture. On va se quitter là-dessus. Je voudrais, s'il vous plaît, voir le résultat du sondage. Êtes-vous inquiet pour la suite de la coopération agricole? Non, à majorité à 61%. Donc, continuons de travailler très, très fort. Merci beaucoup tout le monde. Merci à nos invités, Hélène Drainville, Ibrahima Koulibaly, Laure Hamdi, Hugo Beauregard-Langelier. Merci à l'auditoire. C'est avec ce panel que nous marquions la Semaine canadienne de la coopération et c'est comme ça qu'on entreprend aussi une série de 4 rencontres. La prochaine de nos rencontres est prévue le 8 mars, la Journée internationale des femmes. Nous allons nous demander si nous pouvons nous priver d'accorder du pouvoir aux femmes en reconnaissant le caractère essentiel de leur engagement en agriculture. Il y aura Maryse Bélanger, qui est maraîchère à Saint-Anaclet, à Rimouski, au Québec, qui est présidente du marché public de Rimouski. Et Maryse était de la mission des femmes au Sénégal au début 2020. Il y aura Awa Sawadogo, experte en financement agricole et financement des PME. Christine Pelchat, présidente directrice générale du réseau environnement. Je vous l'ai dit plus tôt, le 22 avril, nous marquerons le jour de la Terre en parlant de changement climatique et de l'urgence d'agir. Et enfin, le 27 mai, et ça rejoindra quelques-unes des préoccupations d'Ibrahima Koulibaly, entre campagne et ville, entre déclin et dynamisation des territoires, qui sera là demain pour assurer la relève en milieu agricole et comment pouvons-nous faire une place aux jeunes, une place réelle et une place d'influence sur le territoire agricole. Alors, encore une fois, merci. Bon après-midi tout le monde. Et à la prochaine, j'espère. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.